Il y a quelques semaines, sur le plateau des rendez-vous des organisateurs, Isabelle Rouric, le conservateur du musée du Cloître, nous annonçait l'exposition d'Anne Cindric. Nous voici donc aujourd'hui au musée du Cloître pour le vernissage de cette exposition dont le thème est « Mais que fabrique l'État ?» Vous pouvez la découvrir jusqu'au 3 septembre prochain. Je vous invite maintenant à rencontrer Anne Cindric, artiste au parcours atypique, et ses œuvres qui, quoiqu'elles se situeront chez chacun d'entre nous, ont le talent et le mérite de ne pas laisser indifférent. Anne Cindric, ce qui frappe dès le premier regard, c'est le foisonnement des sujets abordés. On a l'impression que vous voulez montrer l'État dans tous ses états. Quelle est votre démarche exactement ? Le titre de l'exposition est « Manufacture nationale, mais que fabrique l'État » mais qu'est-ce qu'il fabrique? Et donc je suis partie de ce titre qui a porté vraiment mon projet. Et c'est vraiment l'idée que l'État français fabrique ou fabriquait des armes, des tapisseries des Gobelins, de la porcelaine de Sèvres, des matières très somptueuses, mais il fabrique aussi de la chair à canon, du sang contaminé, le Veldiv, la Saint-Barthélemy. Il y a ces deux choses qui cohabitent, noire et blanche, voilà. Justement, vous mettez en exergue le côté obscur du pouvoir tout en laissant deviner ces faces lumineuses. Est-ce justement pour vous une façon de montrer la part d'humanité de l'État et de l'appareil État ? C'est vrai que ce que j'ai envie de montrer, je n'ai pas un point de vue engagé. On va dire je suis une artiste dégagée. Ce que je montre, ce que j'ai envie de montrer, c'est que pour faire de l'or, l'alchimie, il faut beaucoup de sang. Et mais à la fois qu'il y a vraiment du sublime, que la machine d'État c'est du sublime et c'est des choses qui le sont moins, c'est l'état de droit et la raison d'État. Et que les deux cohabitent et que j'ai l'impression que les deux cohabitent, que ça ne peut pas être autrement et que c'est ni bien ni mal, comme entre chacun d'entre nous, il y a un côté sublime et puis il y a le côté obscur de la force, comme diraient les amis. Revenons sur votre parcours, les sciences politiques, les beaux-arts, quelle est la cause, quelle est la conséquence, le lien entre les deux ? A priori, il n'y en a pas. C'est vrai que j'ai fait l'ENA il y a, on va dire, quelques années. Je ne le regrette pas. Ça a été un parcours passionnant. Mais c'est vrai que c'était quelque chose, un peu, on va dire, une espèce de destinée familiale. C'était quelque chose qui était souhaité autour de moi. Personne ne m'a obligée, mais chacun peut le sentir. On est souvent prédestiné dans la famille. Chacun a un rôle et c'était le mien. Et puis j'ai acquitté ma dette et je suis passée à ce que j'aimais vraiment, c'est-à-dire la peinture. Voilà. Effectivement, c'est une grande aventure avec vous. J'étais certaine que c'était important, mais une fois l'heure arrivée, tout le monde est effectivement saisi par cette œuvre subversive, profonde, organique, qui met en valeur l'ombre pour faire paraître la lumière. Après, plutôt en réflexion intérieure, une fois qu'on a quitté cette œuvre, mais qui en même temps donne beaucoup de jouissance esthétique aussi, mais qui est à regarder à plusieurs degrés, enfin qui interpelle vraiment. Il faudra venir et revenir. Philippe Mao tout à l'heure nous donnera le regard de quelqu'un qui a vraiment approfondi cette œuvre et qui nous donnera quelques clés. Elles sont infinies dans votre œuvre. Mais il y a dans le travail de l'historien un travail de révélation. On va chercher les documents, on les assemble et tout à coup ça prend forme, ça devient un discours, le discours historique. Or nous sommes devant une peinture qui est à l'image de cette démarche, c'est-à-dire qu'elle nous met devant une constellation de signes qui n'apparaissent pas à première vue et qui sont des espèces de réseaux. Qui fonctionnent comme si l'encre sympathique tout à coup apparaissait. C'est-à-dire que dans le réseau des objets mentaux dans lesquels on se promène quand on pense à l'histoire de notre pays,
Ça va de, je voyais Ofpra, je voyais OAS, je voyais la loi le roi, je voyais liberté ou la mort, enfin, tous ces mots qui ont été prononcés, qui sont encore prononcés de nos jours, tout d'un coup s'animent et deviennent un texte lisible dans sa contradiction et dans sa complexité. C'est assez rare qu'un objet pictural remplisse cette mission. Donc, c'est une peinture qui, sans cesser d'être profondément sensible et je dirais finement féminine, est une peinture de combat politique. Alors, elle est bienvenue à Tulle, je crois, et particulièrement dans ce musée. La première chose, peut-être, c'est sur quoi ça travaille, cette peinture? Qu'est-ce que ça figure? Au fond, il s'agit, comme les historiens ont travaillé sur les lieux de mémoire, la peinture d'Anne travaille sur les objets de mémoire, et pas n'importe quels objets de mémoire. Ces objets qui nous sont très très familiers, auxquels on ne fait pas attention, qui sont tous les objets de la pompe de l'État, tous ceux qui symbolisent l'esprit national. Et de ce point de vue-là, vous allez avoir des croisements de, finalement, trois grands motifs qui sont aussi trois questions. La première question et le premier motif, c'est qu'est-ce que ça serait le corps de l'État, sa matérialité? Comme on dit qu'il y a un corps électoral, un corps de la nation, des corps de fonctionnaires, etc. Je vous laisse filer la métaphore du corps. Donc, tout un travail qui consiste à rassembler, à montrer, il y a des organes, alors il y a des organes d'impulsion comme les cœurs, des organes de réflexion, vous trouverez des cervelles dans la salle capitulaire, ou des organes d'épuration, j'en ai un derrière moi, c'est un ancien système d'épuration. Vous avez donc là une première type de question, c'est qu'est-ce que c'est le corps de l'État? Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui matérialise l'esprit français, l'esprit national tel qu'il a été promu par l'État? Au-delà donc de ces emblèmes que sont les Mariannes, les coques, vous allez en voir un peu partout, dans même les supports, qu'est-ce qui fait les supports de ce qui est français? Et là, il y a tout un travail et tout un réemploi de la part d'Anne sur la cire des cachets, mais aussi les toiles de Jouy, les manufactures des Gobelins, ou des imitations, voire même presque des porcelaines, du biscuit de Sèvres, des manufactures de Sèvres. Donc là, deuxième type de question, deuxième type de motif qui s'entrelacent. Et troisième, pour parler un peu de ces motifs, troisième question, c'est et les grandes figures, ces grandes figures qui nous sont plus ou moins familières. Alors, j'ai cité Marianne, mais en fait, on remonte. On a Marie-Antoinette, vous allez voir des Louis XVI, des Louis XVII, des Bonaparte, et quelques autres. Et là, il y a l'idée de réfléchir sur, Luc de Coucy le disait bien, sur l'histoire de France et ses figures les plus familières, auxquelles on ne fait pas attention, un peu comme dans une histoire familiale, avec le père, la mère, l'oncle abusif, le fils battu ou martyrisé, et j'en passe. Et donc là, on a véritablement quelque chose qui est une déconstruction de ces signes de la légitimité de l'État, tels qu'ils se sont accumulés et sédimentés depuis plusieurs siècles. Il n'y a pas de l'Ancien Régime, les révolutions, les empires, les républiques. Il y a véritablement un travail d'exploration sur la mère, comme on a dit, la France, mère des arts, des armes et des lois. Vous mettez en scène bon nombre d'événements historiques. Alors pensez-vous que la France a tendance à vivre de sa splendeur passée? Et le présent est-il à ce point-là pauvre d'événements pour qu'il ne vous inspire aussi peu qu'aussi peu? C'est possible, j'ai du mal à l'expliquer. Je trouve effectivement que les périodes très cruelles, puisque c'est vrai que je travaille beaucoup sur ce thème de la cruauté, sont plus fastueuses avant. C'est vrai que la période de la Renaissance, les hommes étaient maquillés, portaient des bijoux, on se tuait avec les dentelles. Bon, c'est peut-être un petit peu moins fastueux aujourd'hui, mais à la fois, quand on regarde certains organigrammes qui sont dans le cloître, on voit des termes plus récents, elfe, total, on n'est pas encore à EADS, mais ça va pas tarder. Alors vous me direz, mais y a-t-il une intention politique là derrière? Ou
Enfin, pourquoi parler de l'État? Alors, on a déjà dit, je ne vais pas insister, bien entendu, comme dans toute œuvre, il y a des éléments biographiques qui peuvent vous aider à comprendre l'intérêt du peintre et pourquoi il s'est focalisé dessus, puisque Anne est magistrate, juge au tribunal administratif, et avec parfois des décisions difficiles à prendre, et donc elle est parfaitement consciente, quand elle figure un sceau de justice, de ce qu'il peut y avoir de souffrance, je ne dis pas de sang, derrière, hein, qui soigne dans la contrainte de corps, voire l'emprisonnement. Donc là, vous avez quelque chose qui est sous-jacent et qui peut remuer, effrayer. Et je crois que même d'un point de vue plus personnel, ça a dû sans doute pour Anne être aussi, jeune énarque, un exercice de déprise du pouvoir de ses faces, de ses ors, que de les déconstruire, de les examiner les uns à la suite des autres et de les mettre en jeu. Un dernier mot sur le peintre. Vous allez me dire, mais tout ce rouge. Et oui. Et oui, même si vous allez trouver des toiles, les dernières toiles, certaines qui sont dans la salle capitulaire, quitte ce sang, on est bien dans un travail, une réflexion sur la cruauté. La cruauté, au sens étymologique, c'est le sang versé. Hein, le sang qu'a versé l'État pour s'arroger le monopole de la violence qui nous permet d'échapper aux vengeances privées. Et donc là, il y a tout un travail sur ce sang qui peut déstabiliser, qui peut interpeller, qui évidemment fait référence à je pense aux petits colis piégés que vous verrez aux attentats de Madrid ou aux attentats du 11 septembre. Mais ce qui me semble intéressant, et c'est là-dessus que je conclurai, je crois que finalement ce qui anime Anne avec une ferveur presque de pâtissière dans le goût des formes et des matières, c'est ce goût de la belle horreur, cette idée que la beauté est dans l'horrible, qu'il peut y avoir dans des choses qui sont effrayantes, dans la violence même, des choses qui peuvent nous fasciner. Ce que je montre, c'est que ce que j'ai envie de montrer, c'est que pour faire de l'or, l'alchimie, il faut beaucoup de sang.